Il fut un temps pas si lointain où l'on se baladait le nez en l'air et les mains dans les poches. Et si l'on se perdait, on trouvait toujours une bonne âme pour nous remettre sur le droit chemin. C'est dangereux, ça. Vous allez tomber. Aujourd'hui, c'est fini. Toutes les attentions se portent machinalement vers ces petits rectangles lumineux qui nous collent au basque et nous rendent indifférents au monde qui nous entoure. Nous sommes par définition des petits mammifères métaphysiques, ça veut dire dépendants. Comment on gère nos dépendances? Et pour ceux d'entre nous qui pensaient fièrement tenir leur smartphone en laisse, force est de reconnaître que ce sont eux qui commandent. La dépendance aux écrans est devenue un problème majeur. C'est un outil transitionnel, c'est comme un doudou virtuel. Donc on en a besoin, ça nous rassure, on vérifie, on contrôle, il y a tout dedans en fait. Selon les dernières études, presque 100% des personnes ayant un téléphone portable estiment y passer beaucoup trop de temps. Et pendant ce temps, les Français n'ont jamais eu autant le sentiment de manquer de temps. Cherchez l'erreur. Ça nous formate dans un devenir machine où on a perdu la possibilité même d'attendre, d'avoir de la patience, d'habiter de temps plus lent, plus humain, plus vivant. Face à ce phénomène universel de détournement des esprits, certaines âmes rebelles, de tous les âges, ont décidé de ne pas céder au chant des sirènes de la connexion permanente. Ce sont les abonnés absents. J'ai les doigts gourds. Donc écrire des textos, je crois que ça ne m'est pas possible. Je dois avoir des pattes à la place des mains. Je n'y arriverai pas. La raison pour laquelle on lutte contre le portable, c'est simplement qu'on n'est pas fou. C'est une liberté, c'est un choix. Direction Fauconnet-la-Mer, en Haute-Saône, sur le plateau des Mille Étangs, une région où la nature est préservée. C'est ici, il y a 15 ans, qu'un lycée précurseur a dit stop aux écrans. Quand les parents ont donné à leurs enfants les premiers smartphones, ces derniers ont immédiatement commencé à s'immiscer dans les sacs des élèves et la vie sociale du collège. Le proviseur d'alors, conscient du pouvoir délétère des smartphones, a immédiatement décidé de changer le règlement de son établissement pour interdire les téléphones portables. Il a ainsi préservé la vie des collégiens, car entre l'apparition des smartphones dans les cartables et la loi les interdisant formellement à l'école et au collège, plus de 10 ans s'étaient écoulés. Aujourd'hui, l'association Génération Numérique vient sensibiliser les jeunes élèves de 5e sur leur consommation d'écran. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on pourrait rentrer un petit peu dans le vif du sujet, vous demander ici qui possède un téléphone mobile, qui serait sur Instagram, qui serait sur Snapchat, et enfin sur TikTok. Donc nous, on n'est pas là pour dire du mal de vos pratiques, on n'est pas là pour vous dire comment il faut penser ou penser à votre place, on est là pour développer ce qui s'appelle l'esprit critique. Est-ce que quelqu'un saurait me dire ce que signifie esprit critique? On le voit en français, en histoire. Oui. C'est quand on a un avis sur quelque chose. Exactement. Se faire sa propre opinion par rapport à une information, penser par soi-même. Alors ça vient pas comme ça. C'est le travail de vos professeurs. D'abord, ils y mettent beaucoup de cœur, énormément d'énergie. Puis tous ceux qui fonctionnent avec l'éducation, votre principal, votre infirmière, parce que c'est sur des années d'apprentissage qu'on vous aide à penser par vous-même. Pour tous les réseaux sociaux qu'on a cités, l'extension Internet, c'est .com. .com, ça veut dire quelque chose. Un commercial? Oui, vous le savez de plus en plus. Ça ne veut pas dire que c'est mondial, ça ne veut pas dire communauté, ni communication, ça veut dire commerce commercial. Ça veut dire que ce sont des entreprises qui ont quelque chose à gagner, à vendre. Quel est le seul but d'une entreprise de la taille de Google ou d'Apple? Son seul but? Faire de l'argent. Gagner de l'argent, et ça s'arrête là. Ils ne seront pas là pour améliorer notre vie quotidienne, ils sont là pour gagner de l'argent. La réussite marketing, le coup du siècle, le coup de génie du siècle, mettre un smartphone dans la main de chaque citoyen de la planète. Réussi avec les dégâts, le désastre qu'on peut imaginer chez un enfant qui n'est pas armé. L'adulte ne l'est pas forcément plus. Mais l'enfant, on sait qu'il n'est pas armé pour comprendre et être protégé des dangers qui vont surgir. Donc, il y a une dizaine d'années, la question c'était comment on fait avec cet outil? Aujourd'hui, les débats sont d'une autre urgence, puisqu'on n'en est plus à savoir si l'enfant a l'outil. On en est à savoir comment il est prisonnier des réseaux qui vont animer sa journée, que
que ce soit TikTok, Instagram ou autre, mais qui vont l'envoyer dans un monde dont l'adulte est totalement déconnecté. Donc il faut reprendre la main sur cet univers de l'enfant, et la première des choses, c'est de lui interdire le plus tard possible l'accès à cet outil, tout du moins dans l'espace scolaire. Vous avez quel âge en fait vous êtes, Moi j'ai 12 ans. T'as un téléphone depuis quel âge? Depuis la 6e. 6e? Ok. Et comment tu te sens avec? Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis oh, c'est un peu trop, j'aimerais faire autre chose, je me sens prisonnière? Oui, il y a des moments où j'aimerais bien me passer, mais du coup, vu que je suis dedans, j'arrive pas à me sortir. Parce que je sais que des fois, il faut que j'aille au sport ou que je peux sortir dehors, mais du coup, j'y vais pas. Ah ouais? Ça t'arrive de ne pas aller au sport parce que tu as fait trop de téléphone? Oui, des fois, oui. Par exemple, j'ai envie d'aller marcher, mais j'y vais pas au final parce qu'après, il est trop tard. D'accord. Les outils numériques ne mettent pas l'enfant en situation réelle de mouvement ou d'activité. On est dans une sédentarité face à un écran, face à des écrans, qui en plus sont le point de départ de ce que l'OMS appelle une pandémie mondiale. C'est l'obésité. On sait tous aujourd'hui qu'on est avec des enfants dont la capacité cardiaque et la capacité pulmonaire a perdu 25-30% par rapport à ce qu'il était capable de faire il y a 30 ou 40 ans. Il s'agit de créer des espaces dans la journée, dans l'emploi du temps de l'enfant, qui le conduisent à se déplacer, à simplement jouer, mais à mettre le corps en mouvement. Il faut avoir des habitudes de consommation d'écran. Il y a l'écran devoir, l'écran travail, l'écran hobby. Il y a le type, le contexte, le contenu, comment ils sont, le sommeil, pas d'écran dans les chambres, pas d'écran 1 heure avant de le coucher. Il faut leur apprendre très très tôt à réguler l'histoire. Nous, on propose de recommander pas d'écran avant 5 ans, pas de smartphone avant 15 ans. 15 ans 15 ans, qui est, d'ailleurs, ils ont reconnu le la lycée, en fait. Le lycée, voilà, qui est un âge où on est déjà un peu plus mature pour dominer l'objet. Même si je ne pense pas qu'on le soit à tout moment de sa vie. Mais on est quand même moins... à 15 ans, on a quand même une forme de maturité qui n'a rien à voir avec celle qu'on a à 10 ans. Ok, bisous. En termes de temps d'écran, les ados battent tous les records. Officiellement, leur moyenne est de 5 heures par jour, mais ils sont nombreux à y consacrer le temps d'une journée pleine de travail, entre 8 et 10 heures. Et pendant ce temps, le temps de lecture s'érode chaque jour davantage, pour atteindre moins de 15 minutes par jour. Adèle et Petroni ont 16 ans, et comme toute leur génération, elles sont hyper connectées et dépendantes de la technologie. Quand est-ce que tu passes le plus de temps en fait? Regarde, si tu regardes sur ton temps d'écran, c'est le week-end quand tu es toute seule, que tu n'as rien de spécial à faire ou, Moi, c'est le mercredi en plus. Le mercredi? Alors que pourtant, on a DST le lendemain, je sais pas ce que je fais. Moi, c'est le jeudi, parce que je rentre de DST, donc du coup, c'est pour décompresser. Du coup, votre maximum de temps, donc le mercredi, Petroni, moi, c'est le mercredi souvent. Combien de temps? Là, il y a marqué... Ah là là ça m'a pas... Non, c'est horrible, je peux pas dire que c'est insupportable. Non mais vas-y, tu sais, on s'est tous fait avoir. Il y a marqué 7h30, ce n'est pas possible. Mais moi, je culpabilise. Je me dis, mais c'est pas possible. En 7 heures, t'aurais pu faire tellement de choses. T'aurais pu, je sais pas, aller te balader, faire plein de trucs. Mais c'était, par exemple, mon père, il nous avait... tout l'après-midi, on n'avait pas avoir au téléphone. Genre, pendant l'heure de ces 2 heures de sieste, là, il nous avait dit non. Du coup, il prenait notre téléphone, il est caché dans un endroit, je sais pas où d'ailleurs, mais... Et à une certaine heure, il nous le rendait. C'était pas plus mal, en vrai. Adèle et Petroni sont assez conscientes que cette technologie est quasi impossible à dompter en dépit de leurs efforts réguliers. Alors on va tenter de leur lancer un petit défi d'une semaine sans smartphone, histoire de décrocher un peu. Oula, faut que je joue avec mes parents parce que ma mère elle va pas être contente. Elle va me dire non et tout. En vrai cette semaine on n'a pas d'éval, donc on va faire du coloriage. Ah non. Adèle s'est mise à s'agiter nerveusement et à trouver plein de bonnes raisons. Le réveil, chercher des choses, si jamais on a des contrôles, faire des recherches sur Internet, pour la musique aussi. Genre, moi, quand je rentre chez ma mère et que j'ai 20 minutes de trajet, je peux pas y aller en regardant le ciel. Ça va pas. Pour ne pas relever le défi. Voilà, ça me stresse là. J'ai une autre idée. Voilà. Ah, une autre idée. Et si je vous donne 2 9 touches? C'est-à-dire que vous avez un numéro. Est-ce que même sur une journée, vous pourriez vous en passer en fait? Ah oui, une journée, oui. Ok. Ce qu'on voit bien dans la nomophobie, au sens perte d'identité, si on n'a pas notre smartphone. La crise d'angoisse si on n'a plus notre smartphone.
Ça existe? Bien sûr. De plus en plus? Vous n'avez jamais eu des personnes autour de vous qui ont perdu leur smartphone? Vous n'avez jamais perdu votre smartphone? Alors là, c'est pire que de perdre simplement, si j'ose dire, quelle horreur, c'est terrible, son smartphone. C'est de ne pas avoir de Wi-Fi. Vous avez des personnes qui vont décider de leur destination, de leur journée. Même si, vous voyez, s'il y a du Wi-Fi ou pas. Typique du nomophobe narcissique. On devient tous narcissiques avec nos appareils photo. Et on peut avoir ce genre de personne qui fait une photo de lui-même. Voilà. La nomophobie, c'est la contraction de no mobile phobie, c'est-à-dire la phobie d'être sans son smartphone. C'est devenu un sujet de photographie. Laurent, qui aime prendre les gens sur le vif, en a fait une série. À un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de gens qui étaient avec leur téléphone portable. Et donc, c'est parti de là. Et donc, ça parle de vous, de moi, de tous les gens qui nous entourent, qui disposent d'un téléphone portable. Ouais. Et donc, on est tous nomophobes, c'est-à-dire qu'on a tous un peu cette quête permanente de se servir de notre téléphone portable, et surtout qui ne tombe pas en rade, qui ne se casse pas, et surtout, le pire de tout, c'est la panne de la batterie. Voilà. C'est le naturel, c'est la vie de tous les jours qui m'intéresse réellement. Donc voilà, je veux le mettre en évidence et je veux que, en effet, les gens ouvrent les yeux et qu'ils se rendent compte un petit peu de ce qu'on loupe aussi, parce qu'on croise des gens dans la rue, des amis, des gens qu'on ne connaît pas, mais on peut faire connaissance. Voilà, c'est ce genre de choses qui m'intéressent, mais avec un regard un peu décalé quand même. Mais des fois, je me rends compte qu'on abuse. Pendant les vacances, quand par exemple, j'ai pas forcément d'activité la journée, je trouve que ça à faire au lieu de lire, par exemple. Et des fois, ça me sert. Des fois, ça me sert que mes parents ils me disent bon là, Adèle, t'arrêtes. Même s'ils me le disent méchamment et que sur le moment, ça m'énerve. Après, je suis contente qu'il l'ait fait. Parce que je me dis, bon là, j'ai pu faire autre chose. Je sais pas, je lisais énormément quand j'étais en primaire. Et depuis que j'ai eu mon téléphone, je sais pas si c'est forcément lié, mais en tout cas, je lis beaucoup moins. Donc, ça te manque? Ouais, souvent oui. Parce que avant, je me détendais par les livres et maintenant, ça s'est remplacé par le téléphone. Et c'est que quand j'ai pas de téléphone ou que je me lasse de mon téléphone que je vais lire. C'est ça, parce que du coup, t'as pas besoin de t'imaginer quand tu lis, tu t'imagines un univers, là, juste tu regardes. Surtout que c'est long. Moi, je me rends compte que j'ai de plus en plus de mal à regarder des films longs, à regarder des vidéos longues, puisque sur TikTok, ça dure 1 minute max, je pense. 2-3 minutes. C'est 10 minutes maintenant. Ah, ok. Il n'y a pas beaucoup de vidéos. Oui, j'ai du mal à rester concentrée longtemps, parce que je suis habituée à regarder des trucs qui sont hyper courts. Et après, regarder des films, je me déconcentre, je suis un peu plus... je me détache plus vite quand il n'y a pas de l'action en permanence comme ça, en fait. La concentration, Amélie Nothomb sait de quoi il s'agit. C'est parce qu'elle a mis en place une discipline quotidienne qui lui permet de libérer sa créativité sans être perturbée par quoi que ce soit, qu'elle a pu faire éclore ses talents et devenir une romancière prolifique. Il est absolument certain que le téléphone portable est un frein à l'écriture. J'ai beaucoup d'amis écrivains que je vois gênés par leur téléphone portable. Ils sont en train d'écrire et le téléphone portable se manifeste pour quelque raison que ce soit. Les 3/4 du temps, je ne comprends même pas les raisons qu'a le téléphone portable de se manifester. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à tous les coups, je vois l'écrivain s'interrompre pour se mettre à la disposition de son téléphone portable. Je sais ce que c'est que l'inspiration, je sais ce que c'est que la concentration d'écriture, surtout la concentration d'écriture. Mais comment cette concentration ne serait-elle pas minée? Comment la musicalité du style ne serait-elle pas minée par cette intervention phonique, violente? Je ne dis pas qu'il n'est pas utile parfois de s'interrompre en écrivant. Mais l'interruption, elle est formidable si elle est choisie. Si vous décidez, là, je vais m'interrompre parce que pendant 5 minutes, par exemple, je vais faire ma gymnastique, ça peut être très utile. Mais si c'est votre téléphone portable qui l'a décidé, forcément, ça ne va pas être utile. Vous fonctionnez comment, en fait, quand vous écrivez? J'écris mes romans pas ici. J'écris mes romans chez moi. D'accord. Tous les jours, de 4h à 8h du matin. Ça obéit à une certaine discipline, mais une discipline que je me suis imposée à moi-même et sans autre motif que parce qu'elle convient. J'ai remarqué que cet horaire-là convenait, que se rendre disponible à l'inspiration et à la concentration tous les jours, même quand il n'y a pas d'inspiration,
c'est extrêmement utile. Il en sort forcément quelque chose. Les jours les plus intéressants sont les jours où justement rien ne vient, parce que c'est les jours où on est poussé à ses derniers retranchements. Mais pour pouvoir s'offrir le luxe d'être poussé à ses derniers retranchements, il faut qu'il n'y ait pas de grésillement. Le seul téléphone qu'utilise Amélie Nothomb, c'est ce téléphone fixe, un vieux téléphone des années 80 avec les grosses touches, installé dans le bureau de son éditeur, où elle répond aux courriers de ses lecteurs. Voilà, c'est l'authentique bureau de Gaston Lagaffe. Gaston Lagaffe avait tellement de courriers en retard qu'à un moment, il en fabrique des cathédrales gothiques, de palais du facteur Cheval, qui est entièrement construit en courrier en retard. J'y arriverai. C'est un work in progress. Amélie, votre dernier livre, Psychopompe, on découvre un mot. J'ai posé la question autour de moi, personne ne savait ce que ça signifiait en fait. Mais je suis très fière d'avoir révélé le mot psychopompe parce que je prétends qu'il peut être d'un usage très courant. Et psychopompe, toute personne qui reçoit un message d'une personne disparue, à quelque titre que ce soit. Un rêve. Un rêve. Une voix. Une voix. Quelque chose qui est pris comme un signe. Mais je pense que si je suis psychopompe, c'est justement parce que je suis très disponible. Si j'avais tout le temps mon machin, là, je pense que je serais infiniment moins disponible et que je ne recevrais pas de messages de mon père ou d'autres disparus auxquels je tiens. Comment c'est arrivé finalement cette façon de pouvoir communiquer avec lui une fois qu'il était parti? Alors, une fois qu'il est parti, c'est un truc de fou. Donc, il est mort le 17 mars 2020, premier jour du premier confinement. Le fait est qu'il a commencé à me parler presque tout de suite, pendant 9 mois. Et j'ai répondu, et on a eu un dialogue extraordinaire qui a duré, pour ainsi dire, 9 mois. Et il suffisait d'être disponible, quoi. C'est important d'être connecté à soi-même pour pouvoir aussi recevoir des messages. Mais bien sûr. D'autres mondes, entre guillemets. Je pense que, je crois que c'est ce qui me dérange le plus avec le téléphone portable. C'est que nous sommes par nature des récepteurs et des émetteurs. Le premier récepteur émetteur, il est là. Et que si on a un récepteur émetteur extérieur à soi, que devient ce récepteur-là et cet émetteur-là? Forcément, il ne fonctionne plus. Il y a ceux qui n'ont jamais voulu de smartphone, comme Amélie Nothomb, et ceux qui en ont fait l'expérience et même les frais, comme Théo, qui a décidé de s'en affranchir. Théo a 26 ans, il est chercheur en philosophie et comme tous les jeunes de sa génération, il a eu un smartphone depuis l'adolescence. Mais l'année dernière, Théo s'est aperçu que les effets indésirables de son smartphone prenaient le pas sur les avantages qu'il pouvait procurer. Perte d'attention, troubles de la mémoire et de la concentration. Des chercheurs de l'Université du Texas ont récemment montré que même éteint, ce que presque plus personne ne fait, le smartphone accapare encore notre esprit. Alors, il y a un an, Théo est passé à l'acte. Il a troqué son smartphone contre un vieux téléphone à touche. Et il n'est pas le seul, car un peu partout dans le monde, de petits groupes d'activistes militent pour l'abandon du smartphone. Le début, c'était vraiment fort, comme trouve. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu étais repassé C'était sur la génial. touche? C'était vraiment, je me sentais vraiment bien. J'étais heureux de... C'est vrai? Ouais. Je réapprenais... Par exemple, tu montes sur le métro pendant 1 heure, tu es obligé à ne rien faire. Et ça, c'est bien. C'est bien à réfléchir, à penser, à te regarder autour, à t'ennuyer. L'autre chose que j'ai réappris, c'est la non-communication permanente. Et ça aussi, c'est quelque chose de puissant. Parce que quand on sort avec ça, chaque chose qui se passe, chaque petit moment, tu le communiques tout de suite. Ça te permet de réhabiter un peu cet espace d'intimité avec toi-même. C'est toi avec toi-même qui tu réfléchis, penses, élabores les expériences et ensuite il peut y avoir une transmission, un échange. Et c'est pas trop galère d'envoyer des messages comme ça, en fait? Non, ça va. Mais bon, tu réduis à l'essentiel, justement. C'est bien. C'est ça qui est bien. Si t'as besoin, t'appelles. Théo enseigne la philosophie à de jeunes étudiants. Et le smartphone est devenu un objet de philosophie qui doit se penser comme tel, puisqu'il a envahi la vie des gens. Vous avez tous et toutes des smartphones? Bon, moi, comme vous avez vu, j'ai ça. Ça fait 1 an que j'ai fait ça. Et j'étais vraiment, je sais pas qui de vous se sent comme ça, mais comme un drogué, je me sentais comme ça. Alors que je ne l'utilisais pas forcément plus que d'autres amis à moi, mais je le vivais avec une frustration énorme. Je sais pas si d'autres
ont eu cette même expérience de se sentir un peu esclaves de ça, au sens où on n'a pas de contrôle réel et c'est pas sous condition d'un choix. Tout le monde part du principe que tout le monde a un téléphone et du coup on fonctionne avec ça. On base nos groupes sociaux de travail, etc. sur ça. Et du coup quand on cherche à s'en évader individuellement, ça devient beaucoup plus difficile en fait parce que t'es plus inclus dans les groupes de travail, les groupes sociaux, etc. qui nécessitent un téléphone. Ce que la technique maintenant rend possible devient obligatoire. Ça c'est un point central. Ce n'est plus juste possible d'avoir un smartphone, ça devient obligatoire de plus en plus pour toute une série de choses. Pour des documents de voyage, pour des choses, pour énormément de choses, comme on disait. Mais moi j'aimerais bien passer un téléphone à touche, mais pareil, je me dis, il y a tous les outils de même juste l'appareil photo. Est-ce que ça veut dire que je me balade avec un appareil photo numérique dans la poche si jamais j'ai envie de faire une photo? Est-ce que ça veut dire que j'ai... Ou que le monde se passera... Tous les outils, les notes, donc il faut avoir... J'ai un carnet, etc., mais se dire, OK, il faut que j'ai un carnet pour noter, enfin, tous les outils... Le carnet pour noter, il marche très bien. Mais ça, j'ai déjà c'est vrai. Est-ce que vous pensez sincèrement que le téléphone vous a fait plus d'effets négatifs que d'effets positifs dans votre vie? Je me suis rendu compte que vraiment, ça a baissé ma qualité de vie et mes capacités. Concrètement, je suis une personne qui a beaucoup de hobbies et je me suis rendu compte qu'avant, je prenais beaucoup de temps à peindre, à lire énormément. Tout espoir n'est donc pas perdu. Certains jeunes de la génération des 18-25 ans ne sont pas encore totalement lobotomisés, puisqu'ils ont conscience d'être des prisonniers volontaires. Et du coup, j'ai un peu un écœurement personnel, même une déception personnelle de moi-même quand je vois le temps que je perds sur mon téléphone. Et moi, ça m'a dégoûté en fait de me dire, mais je suis arrivé à un point où je me suis même pas rendu compte que j'avais été aliéné par le truc et que ça m'avait ôté la capacité à savoir ce dont j'avais envie vraiment, à savoir ce dont j'étais capable, ça m'avait occulté toutes les perspectives que lire, penser et profiter des choses simples, ça pouvait m'offrir. Les aspects positifs, j'arrive même pas à les prendre en compte. Pour moi, c'est l'injonction, l'invitation que je vous fais en tant qu'ami, en tant qu'étudiant, etc. C'est d'essayer petit à petit de vous connaître vous-même et de voir en quoi on est empêché par cette utilisation maladive et par le fait qu'on est utilisé par ça. Essayez d'explorer votre puissance par d'autres voies, mais toujours en étant guidé par la recherche d'une joie majeure et pas par la tristesse du devoir pas faire, du devoir moral, etc. Bon, maintenant, vous pouvez contrôler vos messages. Moi, j'ai juste eu un appel de ma maman. Je sais pas vous, comment ça se passe. Toi? Rien d'intéressant au final. Rien d'intéressant. Ah oui, on est resté là 2 heures et t'as rien perdu. Si on prend quelqu'un qui ne peut plus aller soit aux toilettes sans son smartphone, ce qui est le cas de la plupart des Tout le monde va aux toilettes humains. avec son téléphone. Là, on se demande comment le tube digestif, si vous voulez, va fonctionner s'il n'y a plus de smartphone. Donc, et ceux qui disent absolument que je me protège de ça, je n'ai pas de fil à la patte, combien de temps faudra-t-il pour trouver, comme d'habitude, vous voyez, un juste milieu? Est-ce qu'il y en a un possible? Et vous pourriez vivre sans téléphone? Smartphone? Sans smartphone? Non. Pourquoi? Non, parce que j'ai tout dessus. Moi, je suis plutôt smartphone break. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je fais 2 heures, 3 heures de pause sans smartphone, quoi. Ah oui, je pensais une semaine ou non? Non, 2-3 heures. Max? Ouais, max. Comment vous faites quand vous devez prendre un billet de train? Alors là, c'est là que je vois que je suis une privilégiée. Je vis avec quelqu'un qui a Internet et j'ai une maison d'édition. Mais en même temps, je trouve que c'est pas du tout normal. Je veux dire, à quel moment est-ce que je n'obéis pas à la loi? Ma situation est parfaitement légale. Si j'étais hors la loi, je comprendrais qu'on me mette des bâtons dans les roues pour acheter un billet de train. Mais que je sois obligée d'avoir Internet ou un téléphone portable pour acheter un billet de train, je trouve ça pas normal du tout. Vous faites comment votre déclaration d'impôt? Dieu merci, je paie quelqu'un pour la remplir à ma place. D'accord. Oui, ça c'est important aussi. Je serais incapable de le faire. Mais là encore, je trouve révoltant qu'il faille être une privilégiée comme moi pour avoir ce choix. C'est un choix qui devrait être à la portée de n'importe qui. Face à cette doxa, la rébellion s'organise. La littérature anti-écran devient un rayon à part entière dans les librairies. Jacques a tout du titi parisien. La casquette, mais aussi la débrouillardise et la connaissance. C'est dans une librairie engagée qu'il exerce son métier.
Là, c'est Kirkpatrick Sale qui a fait un livre sur la révolte luddite, les briseurs de machines anglais du 19e siècle. Ça, c'est un livre un peu fondateur pour la résistance au numérique et puis du mouvement qu'on appellerait aujourd'hui le mouvement technocritique. L'un des premiers moi, que j'aime vraiment beaucoup, c'est un anthropologue italien qui s'appelle Stefano Boni, qui fait une critique de notre société à travers le prisme du confort. La guerre de l'attention, comment ne pas la perdre. Ouais. L'attention est devenue une sorte de nouvel or noir du capitalisme. Et ça, c'est admirablement bien montré par Yves-Marie et Florence Houillot, parce qu'il y a toute une historique de cette économie de l'attention. C'est peut-être parce que l'esprit de rébellion et de liberté règne dans ce lieu et qu'il a lu beaucoup de livres sur le sujet que Jacques a développé un esprit critique qui l'a amené à se déconnecter. Non, j'ai pas de téléphone portable depuis. Du tout. Depuis du tout. J'ai un téléphone fixe à mon domicile, téléphone fixe à la librairie, mais j'ai pas de téléphone portable depuis 12 ans maintenant, 13 ans. L'année dernière, quand au club de boxe dont je fais partie, tout le monde a appris que j'avais pas de téléphone, c'était un sujet de discussion pendant 2-3 semaines. C'est vrai. Tout le monde voulait savoir comment c'était possible, est-ce que je vivais bien, est-ce que voilà. Il manquait quelque chose. Voilà, ouais. Est-ce que besoin de rien. tout le monde voulait savoir comment je faisais, quoi. Pour prendre un billet de train. Du coup, alors après, pour prendre un billet de train, maintenant on est obligé d'avoir un numéro de téléphone portable. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets le numéro de ma mère. Bon, Allô, après, maman. il y en a même pas besoin, quoi. Tout le monde est assez surpris d'apprendre qu'on peut aujourd'hui vivre sans. Non seulement on peut vivre sans smartphone, mais c'est ce qu'encourage Yves-Marie, l'auteur de La guerre de l'attention, qui lui aussi a abandonné le smartphone pour revenir à l'essence même de l'objet, à savoir un téléphone portable basique, sans accès au web. On va peut-être couper le téléphone. Oui, avec plaisir. J'ai donc ce petit téléphone. Qu'est-ce que c'est comme téléphone? Un Alcatel, un vieux petit téléphone que j'ai acheté à 20 €. Alors, depuis quand vous êtes repassé aux 9 touches? Ça va faire 3 ans. Et voilà, ça a été progressif. D'abord, j'avais arrêté Facebook sur Internet. Après, il y a eu l'arrêt du smartphone. Et voilà. Et donc aujourd'hui, concrètement, j'ai plus aucune application numérique. Je regrette pas, je voudrais surtout pas revenir en arrière, quoi. Quel a été le déclencheur? Est-ce qu'il y a eu une overdose chez vous d'écran? Bon, c'est tout un cheminement. Moi, ce que j'estime être le moment clé, c'est la Birmanie. Donc, j'ai été expatrié pendant 4 ans. Et je suis arrivé dans un pays où il n'y avait pas d'Internet. Et donc, pas de téléphone portable, pas d'Internet. Mais voilà, et c'était un autre monde. Et donc, c'était des gens, tout allait lentement, les gens étaient souriants. Je me suis fait un groupe d'amis dans la rue, on jouait de la guitare. Il y avait toute une qualité d'attention, en fait. Et donc, l'arrivée des smartphones, donc le pays s'est recouvert de réseaux 4G. La puce téléphonique qui coûtait jusque-là 500 $ à peu près, est passée à 50 centimes. Donc, en fait, littéralement, en quelques jours, le pays s'est équipé de smartphones, tout le monde. Et donc, en quelques semaines, je vois vraiment un pays entier baisser les yeux. Mais en même temps, j'étais obligé de constater qu'il y avait une forme de tristesse, quoi, parce que l'ambiance dans la rue était beaucoup moins sympa. Moi, il me regardait beaucoup moins, on interagissait beaucoup moins. Je les voyais accaparés par des petits jeux où il fallait aligner des ronds et des carrés, des matchs de foot, alors qu'ils regardaient déjà pas mal sur la télé du bar. Mais bon, c'était une petite télé collective dans le café du coin, donc c'était un peu sympa. Là, ils regardaient chacun leur match, parce qu'il y a des matchs à l'infini. Ils découvraient le porno, et donc ça les fascinait. J'ai déchanté, quoi. Voilà, clairement. J'ai vu à l'œil nu, en fait, ce qu'Internet, ce que le numérique pouvait produire de pire, quoi. Amélie, il y a quelque chose que je voudrais comprendre, parce que vous êtes une véritable abonnée absente, en fait. Une véritable abonnée absente. Plus que d'autres. C'est-à-dire que des gens peuvent se passer de téléphone portable, certains vont avoir un vieux téléphone avec juste 9 touches, mais vous n'avez pas d'ordinateur, vous n'avez pas de téléphone portable. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes jamais connecté à ce qu'on appelle Internet? Je ne suis absolument jamais connectée à ce qu'on appelle Internet. Et je suis assez écœurée de voir qu'il y a de plus en plus de situations de la vie moderne où ce n'est même pas permis. Je vais vous donner un exemple. La banque. Je suis comme tout le monde. J'ai une banque. Pourquoi? Parce que c'est obligé. J'ai même pas choisi. J'ai une banque, c'est pas grave. Mais alors, je me suis aperçue dernièrement que si j'ai besoin de contacter mon banquier pour une raison ou la madame, c'est plus possible.
Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Internet. Mais je trouve ça révoltant. Donc on est obligé d'avoir Internet? C'est quoi ces histoires? Ce sont des histoires qui ne font guère rêver. Face à ce totalitarisme numérique, certains intellectuels et penseurs réfractaires au téléphone portable s'unissent pour défendre une vision du monde où la poésie permet d'ouvrir les yeux en même temps que l'imagination. Je suis sans doute, avec Sylvain Tesson, un des derniers 01 de la France. Alors, d'un autre côté, il faut être honnête. Ma femme a un portable. Et il m'arrive de me servir des écrans de mon épouse, et quelquefois ça m'amuse, je dois dire. On est à table avec des amis, au restaurant, etc. Et on cherche quelque chose, un nom, on veut en savoir un peu davantage sur tel ou tel dont on vient de parler, et c'est moi-même qui leur demande « regardez sur Google ». Donc vous voyez, je ne suis pas tout à fait fidèle à mon intransigeance. D'accord, je comprends. Sylvain? Je crois qu'il y a eu dans l'arrivée dans nos vies du portable, non seulement une imposture, mais un discours de propagande. Ce qui était censé nous libérer nous a servi, et ce qui devait nous faire gagner du temps nous déborde. Je ne vois dans ce petit appareil maudit que le bracelet électronique, la caisse enregistreuse, la caméra de vidéosurveillance et le microphone de la préfecture de police. Doublé en plus du sac à archives. La civilisation, c'était ce qui parfois retenait et oubliait. Les choses étaient passées au tamis du temps, et il y avait des choses qui passaient à la postérité et d'autres qui tombaient dans le caveau aux oubliettes. Le portable retient tout. Puis la deuxième chose, moi, qui me fait penser que je peux aisément m'en passer, c'est que le portable mène à la mise en image du monde. C'est-à-dire qu'on est passé de l'offrande du verbe que le poète fait à la beauté du monde à l'offrande du pixel. Nous sommes ensevelis sous l'image. On ne peut plus assister à l'union de l'œil avec le réel sans tendre un écran. Or, tendre un écran, ça veut dire quelque chose, ça s'appelle l'opacité. Et moi, je me souviens qu'un jeune garçon de 16 ans, qui n'avait même pas vu la mer, a écrit « Elle est revenue, quoi, l'éternité, c'est la mer allée avec le soleil ». Eh bien, quand j'entends cette phrase, je vois, le mot me donne l'image. Et éternellement, elle est revenue, quoi, l'éternité, c'est la mer allée avec le soleil. C'est ainsi que Arthur Rimbaud décrit un coucher de soleil. Eh bien, je trouve ça infiniment plus scintillant, chatoyant et mordoré qu'une image fût-elle de haute définition, comme disent les marchands de breloques. Oui. Et puis j'ajoute une autre muffulerie qui est très dangereuse. Je suis chez moi, je travaille, pas tout le temps, il ne faut pas exagérer. Mais je réponds au téléphone. Quand mon téléphone sonne, je réponds. Extraordinaire, c'est que les gens qu'on appelle sur un portable, ils répondent jamais. Donc on dit, mais vous avez remarqué. ils le portent. Il est forcément avec eux. Donc pourquoi ils ne me répondent pas? Ça aussi, c'est quand même très étrange, quoi. Et surtout, je crois que ce que j'essaie de bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas prendre le portable pour une technique. C'est une technologie, et ce n'est pas la même chose. C'est la distinction qu'on peut faire entre l'instrument qui prolonge la main, le marteau, qui permet de taper le clou mieux que le poing, et la distinction avec ce que Giorgio Agamben, dans un petit livre, appelle un dispositif. Qu'est-ce qu'un dispositif? Le portable, c'est un dispositif. C'est le dispositif de remplacement par l'algorithme de la pensée humaine et de la relation humaine. Il ne peut y avoir que de la muffulerie, puisque le portable est en fait l'ambassadeur d'une reconstruction de la civilisation, enfin de la société, qui est basée sur l'idée non seulement de l'indistinction, mais du collectif absolu. On ne conçoit pas que tout ce qui a été créé par les artistes a été créé dans le secret d'un atelier. Tout ce qui a été pensé, les lois, par de grands législateurs, a été fait dans l'ombre d'un cabinet. Toutes les plus belles prières dans l'ombre d'une cellule. Les plus beaux chants d'amour dans l'intimité de l'alcôve. Et voilà que maintenant, non seulement tout de suite, mais tout partout
Et ça remplace aussi le livre. Les livres vous emplissent, quand ils sont bons, hein, quand ils sont grands, ils vous emplissent de mots, et ces mots vous ouvrent les yeux. On a besoin aussi de mots pour voir. Et ces mots, les livres sont les grands souffleurs de ce vocabulaire dont nous avons besoin. Et ça, on ne le trouve pas. On ne le trouve pas sur les écrans. On ne peut pas désinventer. C'est ça le problème. On peut inventer, on ne peut pas désinventer. Mais si j'étais président dictateur, j'interdirais le portable hors de chez soi. Ce qui est idiot, parce que c'est un portable. Un portable, vous l'avez chez vous, mais pas dehors. Pas dans la rue, pas dans les aéroports, pas dans les autobus, pas à l'école. Pas à l'école. Voilà. Il n'est pas nécessaire d'être ni président ni dictateur pour interdire l'usage des smartphones dans l'espace public. À une 50aine de kilomètres au sud de la capitale, sur la rive droite de la Seine, se situe Seine-Port, une petite ville de 2000 habitants. Depuis le 3 février 2024, Seine-Port est devenue la première commune de France à interdire l'usage des smartphones dans l'espace public. Le but, restaurer la convivialité entre Seine-Portois. À la tête de ces irréductibles, Vincent Paul Petit, le maire du village. Pour lutter contre les envahisseurs, il a fait un référendum au cours duquel ses administrés se sont prononcés à 54% contre l'utilisation des smartphones dans leur commune. On va le laisser téléphoner tranquillement. Hein. Vincent Paul Petit en avait assez de voir des incivilités partout dans la ville, où certains parents étaient même les premiers à montrer le mauvais exemple. Il y avait des parents d'élèves à la sortie qui continuaient leur série en attendant l'enfant, quoi. D'accord, les parents. Ouais. Ce matin, c'est avec enthousiasme qu'il déploie les panneaux d'interdiction partout chez les commerçants. Bonjour, patron. Bonjour, monsieur le maire. Tu vas bien? Ça va, ça va. Ça va en forme? Ici, j'ai le là, par exemple. Oui, ça, c'est pas un problème. Ça te gêne pas? Ah non, non, c'est pas un problème. D'accord. Non, mais on va te l'accrocher. Ah oui, alors là, ça s'est calmé. Ça s'est calmé. Oui. Et ils blaguent entre eux. S'il y en a un qui continue, il y en a un qui lui dit, bah, vous savez, la commune, on préférerait que... D'accord. C'est génial. Oui, c'est génial. C'est parfait. C'est en blaguant, quoi. Ça se fait en blaguant. Ça se fait en blaguant, gentiment. Ouais. On va poser ça ici, là. Bien en avant. Le voit. Qu'on mette bien la chose en avant. C'est ça. Voilà. Je préfère perdre 10 minutes avec un client, parler de tout et de rien, que le téléphone à l'oreille et des gestes. Eh oui. Voilà. Bah, bien sûr. C'est beaucoup mieux. Vraiment. Messieurs, dames. Bonjour, Angélique. Ça va et toi? Ouais. Ça va, messieurs? Tout se passe bien? Voilà, monsieur, bonjour. Donc je vais installer ce petit panneau incitant avec l'accord de la patronne. Comme ça, chacun pourra, comme un petit rappel, une petite incitation bienveillante, mais simplement rappeler aux gens que c'est bien de se rencontrer, de se parler, plutôt que de s'enfermer sur son écran. Mais notre génération à nous, elle est un peu moins en danger, quoi. Bah, vous le voyez, ouais, vous l'observez, hein. Voilà. Même les jeunes, ils marchent avec les smartphones. Quand je leur dis bonjour, ils sont étonnés. Ils sont surpris. C'est pas bon. Bah, le téléphone portable, moi, j'en ai rien à fiche parce que je suis encore au tam-tam. Ça fait parler. D'accord. Ça fait parler. Donc, voilà. En mal ou en bien, est-ce que ça sera respecté, je ne sais pas, mais ça fait ça une prise de conscience. Est-ce que vous, de temps en temps, quand vous voyez un client avec un téléphone, vous lui faites une petite Je suis pas là pour faire la morale aux gens. D'accord. D'accord. Absolument pas. On attache sa ceinture maintenant de façon automatique quand on rentre dans une voiture. Il n'y a pas besoin, plus besoin de le rappeler, c'est devenu un réflexe. On mettait un masque pendant le Covid, c'était un réflexe. C'était un geste barrière. On va s'habituer à ces gestes barrières sur les smartphones. Il faudra les interdire de la parole publique. Oui. C'est ce que nous avons fait modestement dans notre commune. Bien sûr. Avec un interdit local. Maintenant, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de coercition, il n'y a pas de police qui va surveiller. Et les commerçants n'ont certainement pas vocation à être des policiers. Très bien. C'est un rappel. C'est un rappel. Attache ta ceinture quand tu montes dans la voiture. Débranche ton smartphone quand tu arrives au café. Débranche ton smartphone quand tu prends ton café. Vincent Paul Petit gratifie ses électeurs en mettant tout ce qui est en son pouvoir pour les aider à décrocher des écrans. En
moyenne en France, les enfants reçoivent leur premier téléphone à l'âge de 9 ans. C'est de plus en plus tôt. Convaincu qu'il faut retarder au maximum l'achat du smartphone pour les adolescents, il a décidé de proposer aux parents des enfants qui vont entrer au collège un cadeau tout spécial. Chers parents, la charte pour un bon usage des écrans a été votée et maintenant en cours de déploiement. La charte prévoit notamment l'attribution d'un téléphone portable non connecté aux élèves de CM2 passant en 6e. Cet appareil sera remis à votre enfant lors de la fête des écoles en juin prochain, sous la double condition de votre accord, évidemment, et de votre engagement à ne pas lui offrir un smartphone avant l'entrée au lycée. La commune a sélectionné un bel appareil. Smartphone en apparence, il permettra à votre enfant de téléphoner, d'être joignable et d'écrire des SMS grâce à un écran tactile. Ça, c'est vraiment de votre propre chef que vous avez fait ça. Oui. Vous continuez à envoyer des dictionnaires? Oui, mais moi je suis surpris, je pense que ça marche. Vous avez J'ai l'impression que ça marche. J'étais à la sortie de l'école vendredi dernier, le vendredi soir il y a souvent pas mal de parents. Bonjour, ça va? Ouais, très bien. Donc j'ai été faire un tour, pas un sur son smartphone. J'ai peur que les écrans dans les années qui viennent soient un peu comme la malbouffe et l'obésité. Voire le tabac, c'est-à-dire qu'il y ait un décalage. Je pense que les familles informées, pour pas dire les familles privilégiées, vont petit à petit apprendre, noter des choses, se rendre compte et vont finalement protéger du too much de ces écrans leurs enfants. Comme pour la malbouffe, d'accord? Et que les familles moins informées, qui n'ont pas le temps, qui sont débordées, qui sont précaires, ne pourront pas faire la même protection. Et le problème, c'est celui-là. Le problème, ce n'est pas technophobe, technophile, ce sont des bêtises, quoi. La question, c'est qu'une culture, comme un individu, comme un organisme, a besoin de pouvoir métaboliser la nouvelle technique. S'il ne peut pas la métaboliser, elle vient destructrice, quoi. Miguel Benassayag est philosophe, penseur et psychanalyste. D'origine argentine, Miguel est un ancien résistant guévariste. Il fut emprisonné et torturé par la junte au pouvoir des années 70. En 1978, pour couvrir l'assassinat de 2 sœurs françaises par la junte, comme il était français par sa mère, il est libéré de prison, destination Paris. La liberté, ce n'est pas un concept pour lui, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Être amoureux de la liberté, ça veut dire être amoureux de la vie, de l'existence, et ne pas vouloir être piégé dans un fonctionnement, non, qui, tout en nous protégeant de l'angoisse d'exister, nous fait vivre des survies disciplinaires. Non? Miguel ne possède pas de téléphone portable. Il figure sur la liste des abonnés absents avec l'intime conviction d'être encore plus présent et vivant. Vous n'avez jamais eu de téléphone? Non, non, j'ai jamais eu de téléphone portable. L'idée d'avoir une sorte d'appareil dans lequel tout converge, c'est quelque chose qui m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté, c'est-à-dire, il y a quelque chose que ça va absolument au-delà de toute réflexion ou des positions par rapport à la technologie. Ça m'a produit, et maintenant c'est pire, une phobie. C'est-à-dire que c'est vrai que quand je monte dans le métro et je vois dans la rame 80%, 90% des gens comme ça, sincèrement, j'arrive pas à m'habituer. Je sens comme que qu'il y a une erreur là, que c'est un film de science-fiction un peu horrible, c'est-à-dire tous ces gens-là comme ça, isolés, mais pas isolés des autres, isolés d'eux-mêmes. C'est quoi le danger, en fait, de ne pas pouvoir... L'anxiété majeure et la dépendance affective. C'est comme un enfant qui s'endort jusqu'à 20 ans avec sa maman, quoi. Pourquoi on est toujours hyper occupé? Pourquoi il faut toujours qu'il y ait du bruit? Parce que c'est plus facile de s'occuper du bruit que de s'entendre penser, que d'avoir ses propres angoisses et y faire face, ou avoir ses propres rêves aussi et les suivre. Hein. Il y a les deux côtés. Et ça fait interférence aujourd'hui? Bien sûr. C'est-à-dire, le problème, c'est que sans vide, sans moment down, sans moment de frustration, on devient une sorte d'automate fonctionnant.
se divertir, s'encapsuler, oublier, n'est-ce pas? Être dans un fonctionnement, c'est-à-dire passer d'une existence compliquée à un fonctionnement linéaire et évaluable. C'est une grosse tentation et tout à fait compréhensible. Il y a beaucoup d'éléments convergents pour qu'on soit joyeux d'être dans cette cage. Il y a un côté un tout petit peu, quand même, un peu détraviole, non? Parce qu'on appelle ça nomadisme. Et au fait, le smartphone fait qu'on soit sédentarisé où qu'on soit. Miguel est aujourd'hui marié à Angélique, écrivain et professeur de philosophie. Ensemble, ils ont 2 filles, Sarah Luna, 8 ans, et Amanda, 12 ans. Alors la question légitime qui se pose est de savoir comment Miguel et son dégoût pour les smartphones va gérer cette histoire avec ses ados. Alors, ma fille de 12 ans, il y a un mois, pour son anniversaire, elle a demandé un smartphone. On a dit, bon, si on continue à dire non, 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 ça va tourner dans son contraire. C'est-à-dire qu'il faut savoir quand même qu'interdire, ce que la seule chose qu'on obtient à partir d'un certain moment, c'est la transgression programmée. Alors on s'est dit, bon, on va négocier comment on rentre là-dedans. Et c'est comme une aventure, parce qu'à la fois, ça nous oblige à faire un petit, ce que l'humanité doit faire un grand, qui est, bon, les machines sont là, donc il va falloir s'habituer à vivre avec les machines sans se laisser écraser par les machines. Alors, on était beaucoup plus tranquille, sa mère, moi, tous on était beaucoup plus tranquille, tant qu'on n'était pas entré dans cette dynamique-là. En fait, j'ai pas ma chambre à moi, mais on a fait des espaces. Parce que maintenant, ma sœur, c'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire? Ma sœur, elle veut jamais jouer avec moi. Mais c'est nouveau, ça? C'est depuis qu'elle a son portable. Avant, vous jouiez davantage ensemble? Oui. Ok. Parfois, elle me dit oui, mais en fait, elle est sur son portable. Et après, je lui dis, bon, bah alors, elle me dit, mais je t'ai jamais dit oui. Et aussi, si elle joue souvent avec son portable aussi, maintenant, elle est addicte à se maquiller. À se maquiller? Oui. Ok. Et ce qui m'énerve, c'est que quand elle se maquille, elle fait toujours des vidéos. Et du coup, elle me vire de la chambre parce que je fais trop de bruit. Ça, c'est son étagère à maquillage. Alors, vous avez mis des limites. Elle a 1 heure par jour. Donc, au départ, je pense qu'on n'a pas mis de limite. Et je me suis rendu compte, mais très rapidement, quoi, au bout d'un mois, que son niveau d'activité autre que le téléphone portable, c'est-à-dire lire, écrire parce qu'elle écrit des romans, chanter parce que c'est sa passion, dessiner, elle adore dessiner. Tout ça avait chuté dramatiquement, il n'y avait quasiment plus rien sauf être sur son téléphone. Donc très très rapidement en fait, elle lisait plus, elle écrivait plus, elle dessinait plus, elle jouait plus, elle sortait plus. Je me suis dit mais c'est quoi ce truc quoi, quelle horreur. Du coup j'ai commencé à me renseigner sur les modes de contrôle. Et c'est vrai que pour moi le nerf de la guerre c'était contrôler le temps. C'est trop court. Tu voudrais combien toi? Illimité. Illimité? Bah oui. Oh, illimité? À part la nuit. Ça fait bizarre d'effectivement voir sa fille qui a une telle dépendance que développe très très rapidement un réflexe de manque, non? Alors il y a des allers-retours, il y a des engueulades. Après, bon, voilà, c'est le travail de reconquête, de apprivoisement de la machine. Moi, je les prends comme ça, je les prends... comme une expérience. Voilà, je les prends dans un certain côté positif de me dire c'est un défi que de toute façon on doit tous assumer. Alors bon, moi, c'est mon tour, tant pis. Dommage, il fallait que ça arrive. Oui. Du coup, c'est un défi pour l'humanité. Donc si vous vous en sortez, toute l'humanité peut s'en sortir en fait. Malheureusement pas. Je ne sous-estime pas à ce point-là mon influence sur l'humanité. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a des expériences singulières qui montrent que quelque chose est possible. Pour retrouver un peu de paix et de sérénité, il est possible de débrancher au moins le temps d'une soirée. C'est ce que propose ce bar, qui porte bien son nom, le Social Bar. Comment tu prénommes? Et ce dôme veille à l'hospitalité et à la convivialité. Isé, t'es sur dôme?
Bienvenue les amis à une soirée sans téléphone. Dans un nouveau monde en quelque sorte. Si vous êtes partant de jouer l'expérience, coupez. Vous avez passé votre meilleure soirée. Débrancher le temps d'une soirée amuse tout le monde. Mais le téléphone, c'est la facilité. C'est avoir de la facilité quand on ne veut pas échanger. On se cache derrière et on fait comme si on avait une information très importante. Mais en réalité, non, parce qu'on se sent tout seul et on se dit la facilité, c'est de feuilleter le téléphone que d'aller discuter avec un inconnu. Est-ce qu'on ne ferait pas 2 teams? Team là, team là. C'est aussi l'occasion de jouer. Et pour mettre l'ambiance et proposer des jeux sympathiques, nous pouvons compter sur Essodome. Attention, comment on appelle le petit du hérisson? Faites des propositions comme ça, là. Le bébé hérisson, non, pas de bébé hérisson. Attends, j'allume mon téléphone. Non, pas de téléphone. Non, pas le marisson. Je pense que personne n'a la réponse. Je donne la réponse. Alors, les amis, le petit du hérisson s'appelle un choupisson. Un choupisson. Un choupisson. Choupisson. CHOUPI2SON. Ça s'écrit comme ça se prononce. D'avoir débranché aura permis d'apprendre un mot nouveau, en plus en jouant. Comment résister à ces multiples tentations? Puis maintenant, on est à G5, G6, G12, etc. Donc, et de plus en plus de services, donc c'est foutu. Vous pensez que le combat est perdu aujourd'hui, Alain? Oui. Sylvain? C'est pas un combat, c'est peut-être un baroud d'honneur. D'ailleurs, moi, je ne cherche pas du tout à convaincre qui que ce soit de se débarrasser du bracelet électronique. Écoutez, très franchement, qu'on nous laisse musarder dans nos bibliothèques.